Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. On va s'attaquer donc à cette nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On va découvrir kubectl par le commencement, par le début, pour les débutants, les options principales. On va voir aussi en deuxième partie comment on peut faire à peu près la même chose avec curl. Vous allez voir que c'est un petit peu moins plaisant, mais c'est toujours assez sympa de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, les rouages derrière tout ça, découvrir un peu les dessous du kubeconfig quelque part. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, ça permet de soutenir la chaîne, vous avez plus de la moitié à pas être encore abonné à la chaîne, faites-le. Et puis également liker et commenter les vidéos, c'est un très bon moyen pour me soutenir. Et puis si vous voulez vraiment me soutenir, cliquez sur rejoindre ou également cliquez sur merci en dessous de la vidéo. Donc c'est parti pour kubectl for beginners. Derrière, donc du coup, on va faire deux parties. On va avoir une partie assez facile finalement, le kubectl de base, et une deuxième partie, on va voir qu'en fait on peut faire à peu près la même chose avec curl. Vous allez voir que c'est moins plaisant à faire pour le coup, mais ça va permettre de découvrir un petit peu derrière le format finalement de kubeconfig et les certificats qui sont derrière. Alors c'est parti. Donc du coup rappel, on l'a vu lors de la vidéo précédente, kubeconfig c'est quelque chose qui est souvent placé alors dans /etc kubernetes admin.conf, généralement on a le certificat d'administration, on va dire, de l'admin finalement de notre cluster. C'est celui-ci qu'on a récupéré la dernière fois quand on a fait notre installation de K0s. C'est souvent celui qui est récupéré un peu par défaut pour pouvoir déjà commencer à faire des choses sur le cluster Kubernetes. Pour pouvoir créer des utilisateurs par exemple au niveau de Kubernetes, il va nous falloir déjà être administrateur du cluster, donc c'est essentiel. On va pas l'utiliser généralement directement sur le cluster ou sur les masters, et en tout cas on va surtout pas l'utiliser à partir de /etc kubernetes admin.conf. Donc souvent on fait un copier-coller de ce fichier là pour venir alimenter notre home dans le répertoire .kube/config. C'est là où kubectl va avoir sa variable d'environnement définie par défaut, donc $kubeconfig en majuscule, c'est là où est l'endroit où par défaut kubectl va utiliser le kubeconfig en question. C'est pour ça que lors de la vidéo précédente, si vous regardez, on avait défini cette variable là, pardon. Donc là on va se connecter toujours à notre cluster K0s1. Voilà, on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez y voir quelque chose. Et donc derrière, nous, dans nos variables d'environnement, si on regarde, on peut faire un echo de $ et kubeconfig. Et là, c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver le fameux kubeconfig avec sa structure un petit peu classique, avec une partie qui est plus variable, c'est la partie authentification pour le coup, mais toute la partie qui est au-dessus, généralement, est très classique, très normée, bien sûr, pour pouvoir être utilisée. C'est du format YAML. Le premier bloc, on en a parlé lors de la vidéo précédente, se rapporte à un ou des clusters, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce fichier kubeconfig, vous pouvez définir plusieurs clusters, plusieurs authentifications, etc. Donc vous voyez que c'est des listes, une liste de clusters, une liste de contexte. Contexte, ça veut dire un cluster donné, un utilisateur donné et un namespace par défaut. Et puis une liste d'utilisateurs juste après, vous voyez, ici. Donc ça c'est important, vous avez ensuite des tirets, ça veut dire que du coup vous pouvez avoir plusieurs clusters, plusieurs utilisateurs, etc. Mais l'autre méthode également de gérer des multi-authentifications auprès de différents clusters, ça va être d'avoir plusieurs kubeconfig pour switcher derrière la variable d'environnement kubeconfig. C'est un peu variable suivant les outils aussi qu'on va utiliser. Le kubectl, généralement, on l'utilise beaucoup au début, mais on va passer aussi par d'autres outils qui peuvent être OpenLens, qui peuvent être CanFS, etc. On en verra peut-être un dans quelques vidéos quand on aura commencé déjà à prendre un peu nos habitudes avec kubectl. Ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'on a des certificats. Les certificats qui sont dans ce fichier kubeconfig sont tous encodés en base 64. C'est pas chiffré, c'est encodé en base 64. On a deux types de certificats. On a les certificats, vous voyez sur la partie basse ici, dédiés ce sont des certificats clients d'authentification. Et puis celui qui est au-dessus, lui, c'est celui qui va servir finalement pour le TLS, pour pouvoir accéder à notre cluster en HTTPS. Et donc lui, on va l'utiliser, mais à une autre fin. Ça va pas être pour l'authentification pour le coup, ça va être pour assurer le chiffrement finalement de la communication. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête. Alors, avant de rentrer dans ces détails d'éléments, on va y rentrer plus dans la deuxième partie. Vous allez voir avec des commandes, si vous aimez un petit peu le terminal, on va faire un petit peu
on va faire un peu mumuse avec. Mais avant tout, déjà, c'est beaucoup plus plaisant déjà que d'utiliser du curl, c'est d'utiliser kubectl. Donc pour kubeclient, kubectl également, on peut l'appeler. Généralement, il est en 2 blocs, mais on peut aussi avoir des options supplémentaires. Kubectl, un verbe. Le verbe, ça va être get, ça va être describe, list, ça va être patch, ça va être... voilà, il y en a plein d'autres comme ça. Et derrière, ça va être suivi d'une ressource. Pod, deployment, replica set, service, nodes également. Donc il y en a vraiment beaucoup. Donc les verbes, vous voyez, j'en ai mis quelques-uns ici. Très commun, le apply, vous verrez, et le create également, qui est aussi très très pratique. On peut y ajouter donc d'autres options derrière, notamment le "-v" qui va permettre de définir le niveau de level. Vous allez voir que c'est très pratique, par exemple pour notre petite démo en curl, ça va être assez sympa. Mais sinon, vous avez également donc les différentes ressources auxquelles on va pouvoir accéder, les pods, les nodes, les deployments, les replica sets, les services, les ingress. C'est vraiment Kubernetes regorge de ressources. On l'a vu, hein, quand un moyen de découvrir les ressources quand on débute sur Kubernetes, c'est de faire un kubectl API ressources. Ça permet de voir les différentes API, groupes d'API et leur version, et puis également les objets qui sont à notre disposition par défaut, les ressources qui sont à notre disposition par défaut. Donc vous voyez qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Je sais pas, on peut faire un petit comptage, mais c'est assez... voilà, il y en a 65 moins 1, ça veut dire 64 du coup, donc ça fait un petit peu de monde. La sortie aussi va pouvoir être manipulée. Il y a encore plein d'autres options, on va pouvoir faire du filtering sur des labels, ce genre de choses. La sortie, c'est aussi très très pratique. On va pouvoir sortir du YAML par défaut, donc ça va permettre d'afficher le fichier YAML tel qu'on pourrait le pousser derrière pour pouvoir créer des commandes, avec différents éléments complémentaires, c'est-à-dire que quand on pousse des choses dans la base de données etcd, vous vous doutez bien qu'il y a, au moment où on pousse, l'API serveur va... comment on va dire, compléter ces informations que l'on pousse par des champs un peu triviaux, classiques, c'est-à-dire la date de création, modification, ce genre de choses, pour manipuler, gérer les versions. Et donc ça, on va le voir, comme par exemple, quand on va faire un "-o" YAML d'un élément, on va le voir, ou si on fait un "-o" JSON également. Le JSON, lui, va être assez pratique si on veut manipuler les champs, notamment. Et sinon, on peut aussi directement manipuler les champs dans la ligne de commande. On a le "-o" JSON pass, ça revient à faire finalement du GQ, piper du GQ sur la ligne de commande de Kubernetes en JSON. Donc on peut imbriquer les deux directement dedans. On peut également, je crois, utiliser GoTemplate ou GoTPL ou quelque chose comme ça qui permet de faire du templating de Go directement pour manipuler l'objet. Et puis on a le O-wide, c'est-à-dire que quand on fait un kubectl get pods, node ou autre, -o-wide va permettre d'avoir un maximum d'informations en plus sur la sortie classique. Alors ça, on peut se le regarder déjà avant de se lancer dans l'affaire du curl. On a donc kubectl get, donc le verbe en question, hein. Si on fait un kubectl tout court, voilà, on va retrouver plein d'éléments qu'on va pouvoir passer, des create, des expose, des explain, très très pratique le explain. Derrière, donc kubectl get et la ressource en question, pods. Donc là, on va afficher les pods, mais vous voyez qu'il nous dit, ok, je n'ai pas de ressources trouvées dans le namespace par défaut. Alors on verra comment on change le namespace par défaut, on modifie le contexte, mais là, ce qu'on peut faire, c'est dire -A ou -all namespaces, et là, ça permet d'afficher tous les pods de tous les namespaces de mon cluster. Si je veux me limiter un namespace en particulier, vous voyez qu'ici on n'a qu'un seul namespace finalement avec des pods dedans, c'est kubesystem. Je vais faire un kubectl get pods-n kubesystem. Alors vous allez voir qu'il y a des moyens de se simplifier la vie par rapport à ça, mais un premier moyen qui serait de se simplifier la vie en l'état, en tout cas de nos connaissances, ça serait de se dire le -n kubesystem, je vais me le mettre avant pods comme ceci, comme ça permet de me dire si je veux faire des choses sur les pods ici, au moins je serai toujours dans mon namespace kubesystem et je vais changer ce truc là au fur et à mesure. Il y a d'autres moyens plus simples pour gérer ça, mais pour l'instant, on va partir là-dessus. Ça permet en plus d'apprendre et de découvrir la ligne de commande. Donc vous voyez qu'on arrive à lister les pods. On a aussi le kubectl describe pods. Et là, on va prendre un pod en particulier, peu importe lequel. On prend un pod.
comme ceci, et là on va appuyer sur entrée, et bien sûr derrière on va avoir plein d'éléments sur les pods, alors on reviendra avec ça derrière, mais plein de choses dédiées à ce pod, son namespace bien sûr, les priorités classe, ça c'est d'autres, ça sera des sujets pour plus tard, le node sur lequel il est affecté, les annotations, les labels, donc on a déjà vaguement parlé, mais on va voir qu'il y a plein de choses autour de tout ça, et aussi la description du ou des containers. On sait que dans un pod, on a un à plusieurs containers. Là, en l'occurrence, on n'a qu'un container. Vous voyez qu'il n'y a rien d'autre dans la notation. Donc, on a un container qui s'appelle Metric Servers. Son ID est ici, puisqu'en fait, effectivement, le pod tourne, donc le container qui est à l'intérieur tourne, donc du coup, ce container a un ID, et au sens, si on allait interroger containerd, ça on fera ça plus tard, eh bien, on trouverait l'ID de notre container qui est celui-ci. On sait que l'image qui a été utilisée, c'est celle-ci, et que l'image est ici. On a même le digest de l'image, les ports éventuellement qui sont utilisés, et les arguments de la ligne de commande qui sont utilisés. On sait que le statut de ce pod est running, alors ça on l'avait vu avec le kubectl getPods, et également, voilà, on sait qu'il est ready, le CPU et la mémoire qui y sont alloués, donc ça on verra ça un petit peu plus tard. Le liveness, le readiness, ça c'est aussi des éléments assez intéressants. On voit des conditions, des volumes qui sont montés, et puis des événements. Les événements, c'est tout ce qui va se passer au fur et à mesure du temps, donc pour spécifiquement ce pod-là, mais on peut le faire à l'échelle d'un namespace. Si par exemple je fais kubectl get, et là on va prendre les events, comme ceci. Alors par défaut, c'est sur le namespace default, normalement, si je dis pas de bêtises. Et derrière, vous voyez, donc là, alors c'est des informations du coup génériques sur le namespace default, et si on met -A plutôt que -all namespaces, ça revient à la même chose, -grand A. Là, on va avoir beaucoup plus d'informations parce qu'on est sur tous les namespaces confondus. Donc, généralement, là, on va être, vous voyez, sur le namespace default, quelques petites informations, mais très très génériques au niveau du cluster global. Mais sur le kube system, bien sûr, on a beaucoup plus de choses, puisque de toute façon, on a des pods qui ont été créés. Donc, c'est la vie du cluster qui nous est finalement résumée dans cette commande kubectl. On peut faire donc du coup kubectl. On va reprendre notre pod Metrix ici. Hop, alors on va le refaire comme ceci. kubectl getPod. Comme ceci. Pardon. Et si on prend notre Metrix server comme ceci, on peut lui passer -o YAML comme cela. Et voilà, du coup, on se retrouve avec une sortie YAML de finalement du manifeste. Alors en mode plus étayé, du manifeste de notre pod. C'est-à-dire que si on veut le recréer, on peut piocher dans ces éléments-là, retenir les éléments principaux, et recréer le même pod qui a été créé. Et comme je vous disais tout à l'heure, le OYAML intègre aussi des métadatas vraiment au sens du cluster, c'est-à-dire on va avoir les dates de création, de génération, le nom de génération, des UID à droite, à gauche, il y en a énormément, des status, etc. Donc là, on verra plus tard, si on veut créer un pod, on peut fonctionner un petit peu différemment et filtrer ces éléments-là. On a le -o JSON, si on veut une sortie en format JSON, bien sûr. On a également, comme je vous disais, la possibilité aussi de faire du -o wide pour avoir plus d'informations. C'est-à-dire que si je fais kubectl getPod, tout simple comme ça, ok, on sait le nom du pod, on sait s'il est ready. Alors vous voyez que c'est 1 sur 1, on pourrait être à 2 sur 2. Et là, en fait, le 1 ici, c'est le nombre de containers qui tournent au sein du pod. Si on était à 2 sur 2, ça voudrait dire qu'à l'intérieur du pod, on a 2 containers qui fonctionnent. On a déjà vu ces choses-là, donc du coup, ok, on voit ce dont on parle. Le statut, donc là, il est running, et il n'y a pas eu de restart, c'est-à-dire que Kubernetes n'a pas eu besoin de redémarrer, ça fait 14 minutes que ça tourne. Si on met -o wide, on a plus d'informations. Vous voyez qu'on sait, donc, on a tout ça en plus, là, ici. On connaît les IP des pods, ou sur quel IP il fonctionne, le serveur sur lequel il a été alloué, donc du coup le node name, finalement on se rappelle de ça avec le rôle du scheduler et du kubelet, donc K0S1, et puis les nominated node et readiness gates, ça dépend d'autres éléments. On peut faire aussi un kubectl get node. Là, donc ça on l'avait déjà fait, on a vu qu'on avait un seul node, etc. Si on fait un node wide, ça c'est assez pratique, ça permet de vérifier les IP des nodes en question. Vous voyez qu'on retrouve la version de l'OS,
la version du kernel et la version du container runtime qui le supporte. Là, on sait que c'est du containerd en dessous, ça pourrait être du CRI-O ou d'autres choses, et la version en question. Donc c'est assez pratique également. On peut faire aussi le kubectl describe node. Alors si je précise rien, il va me sortir pour tous les nœuds du cluster, il va me sortir le kubectl describe. C'est à peu près pareil pour les pods. Si on ne précise pas un pod en particulier, il va le faire pour tous au sein du namespace pour les pods dans lequel on se situe. Et là, vous voyez qu'on voit qu'on a un seul node, effectivement notre K0S1. Vous voyez que par contre, là, on a, par rapport au get node, on a vraiment beaucoup plus d'informations. On a la vie du pod en question, du nodes en question. On a ses capacités en termes de CPU, qu'est-ce qu'il a en disponibilité, qu'est-ce qui est allouable. On verra, c'est deux choses différentes. On n'alloue pas plus qu'on ne peut en termes de capacité, bien sûr. Le système information, ça fournit les versions de kubelet, le kubeproxy, l'architecture, le container runtime, etc. Pas mal d'infos. Ici, on va retrouver des informations par rapport au CPU, à la RAM qui sont allouées, mais qui sont aussi request et limit. On verra ces notions de request et limit plus tard. Et les événements spécifiques, cette fois-ci, à ce nœud en particulier. Donc ça, c'est très pratique également. Donc avec ça, c'est bien. Du coup, on commence à voir comment fonctionne cette ligne de commande kubectl. Et dans cette ligne de commande kubectl, par exemple, si on fait un kubectl get node, on peut passer en mode verbose, et on a différents modes verbose, je crois que ça va jusqu'à 9, mais si on met -v6 par exemple, c'est assez sympa, c'est qu'il nous dit, donc là, c'est un peu le mode -x d'un bash, c'est-à-dire voir ce qui est exécuté. Et on voit, donc ça c'est notre output qu'on a vu déjà tout à l'heure, simple. Mais avant, on voit les requêtes qui sont passées. Là, on n'a qu'une requête qui est passée. Si on fait un get pods -v6, là également, on a une seule requête. Mais dans certains cas de figure, on va d'abord prendre une première information, et puis on va refaire, kubectl va refaire une deuxième interrogation pour avoir ces éléments-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le kubeconfig qui se situe à cet endroit-là, et ensuite, j'ai lancé un get à cette adresse-là. Bon, là, l'adresse qui est là, c'est celle de Vagrant. On va pas rentrer dans les détails, mais il faut se dire que c'est l'IP de notre serveur en question. Le port, et on est en HTTPS sur le 6443, et la route /API v1 node. Alors là, ce qu'on pourrait se dire, c'est OK, moi je vais faire un curl sur ce truc ici, là. Alors je vais d'abord récupérer la vraie IP du serveur, ou sinon je vais le faire en 127.0.1, donc on va faire comme ceci, hop, on va se mettre en 127.0.1, 127.0.0.1, et si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ok, ton certificat, là, ça n'a pas l'air de le faire, t'es peut-être sur de l'auto-signé, ok, mettons, donc si je suis sur de l'auto-signé, je peux te dire, ok, t'occupes, on va passer outre, tirer petit k, là, du coup, il nous répond maintenant. Là, c'est vraiment l'API qui nous répond quand on lui passe le tiret petit k et qui nous dit, écoute, t'es pas autorisé, petit gars, tu te prends une 401 en retour. Ok, effectivement, j'ai besoin de mon client kubectl, ou en tout cas, j'ai besoin d'un certificat client pour y accéder, ou un mode d'autorisation, d'authentification plutôt, pour me connecter à mon cluster. Donc du coup, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qu'on sait en matière d'authentification finalement? On sait qu'on passe par ce truc-là, quoi, finalement. Ok, très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est là où ça va... Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est volumineux. Donc, on a plusieurs choses. Dans notre cluster ici, on a le Certificate Authority Data. Alors ça, c'est ce qui va nous éviter de passer le tiret petit k, puisqu'en fait, c'est le certificat, le CA, qui nous est fourni pour le HTTPS. Donc ça, on va s'en occuper également. Ici, on voit qu'on a également le Client Certificate Data et le Client Key Data. Et ça, ce sont les certificats, c'est le certificat et sa clé qui nous permettent de nous authentifier auprès du cluster quand on va y accéder. Alors ok, donc là pour faire, on va essayer de s'amuser et faire notre petite popote avec ça. Ce qu'on va faire, apt install et on va installer YQ. C'est l'équivalent de GQ mais pour YAML. Ça va nous permettre de manipuler plus facilement les éléments. Pour gagner du temps, si vous le souhaitez,
vous pouvez vous rendre dans le lien qui est dans la description de la vidéo, et vous pouvez retrouver donc dans la vidéo, dans le répertoire 007, les éléments qu'on va manipuler tout de suite. Ce qu'on va faire, nous, c'est on va aller déchiffrer par exemple les certificats, comme je vous disais, donc c'est du base 64. Donc on va s'amuser à à récupérer notre point K0S, kubeconfig, donc là on l'a, très bien. Nous ce qu'on veut aller récupérer dedans par exemple pour commencer, c'est le Certificate Authority Data, ok. Donc on va déjà piper un coup de YQ dessus, donc là déjà c'est un peu plus sympa, on a de la colorisation, de la couleur, et on voit que nous on veut aller récupérer Certificate Authority Data qui est dans Cluster, qui est dans Clusters. Ok, donc premier niveau, on va se rendre dans Clusters. Alors c'est un petit chouille différent de GQ, puisque là on n'est pas en JSON, donc du coup on n'a pas l'accolade. On voit qu'on a un à plusieurs clusters, donc là on peut dire ok, moi de toute façon ce que je veux c'est c'est le premier élément de ma liste, parce que de toute façon j'en ai qu'un. Vous voyez que là on est rentré dans la liste ici, donc on n'a plus de crochet, et dedans on va aller récupérer donc dans cluster, dans notre clé qui s'appelle cluster, ok, on va aller récupérer l'élément, je vais zoomer un petit peu, voilà, qui est, alors là il est entre double quote, donc du coup on va conserver le double quote comme ceci, et on va récupérer cet élément là. Ok, donc là c'est pas mal, on a un truc qui est en base 64, par contre il est entre double quote, donc pour pouvoir supprimer le double quote en fait, on va sortir en raw data, on va passer un tiret petit r. Ok, et donc là je suis en mesure de faire un base 64-d pour décode, hop là, un bass, non, pas de musique, un base 64 certificate. Ok, donc là on va créer un fichier avec ce truc là, comme ça va nous permettre de le passer à notre curl pour lui dire écoute, l'ACA pour le TLS, tu t'occupes pas, tu prends ce fichier là, ça va te permettre d'être sûr qu'on est bien sur la bonne CA en question. Donc on va générer ici toc le CRT, CACRT finalement. Ok, donc là si je regarde, j'ai généré mon fichier qui contient maintenant mon certificat en clair, sans encodage. L'encodage ne garantit aucune sécurité, hein, c'est pas un chiffrement. Et ça va nous permettre de l'utiliser pour faire notre curl. Ok, et bien du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à peu près on va procéder à la même opération pour les autres éléments relatifs aux autres certificats clients et clés clientes. Pour faire ça, on va continuer sur notre cheminement, on va procéder de la même manière. On va dire pour le certificat client, donc on va gagner un petit peu de temps, donc vous voyez qu'il commence par client, l'autre c'était certificate authority. Pour le client, on va aller le piper de la même manière. On va aller dans users, on prend notre utilisateur, client certificate data cette fois-ci, et on va venir alimenter notre fichier avec ça. Ok, donc si je fais un cat de client certificate data, j'ai un certificat cette fois-ci. Ensuite, je vais récupérer de la même manière le client key data de la même manière. Ok, très bien. Donc là, on a cette fois-ci une clé. Hein. Ça rigole un peu moins. Client key, on est voilà. Et là, on a une clé privée RSA, vous voyez, qui est fournie ici, qui doit être encore même de l'encodage hein, de clés spécifiquement. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une requête en passant le certificat, donc pour le client, la connexion, l'authentification, la clé, toujours pour l'authentification, et le CA-cert ici, pour cette fois-ci le HTTPS. Et on va venir derrière dire, ok, ça, nous, on veut le faire tourner sur... Hop, on va prendre juste ça, ça va nous suffire. On va rappeler la ligne de commande où on avait tout à l'heure notre fameux 401. Voilà. Donc là, on a notre 401, ok. Donc nous, on sait que le petit k, on n'en a plus besoin puisqu'on a notre CA cert. On a notre client authentication du coup, et là vous voyez qu'on a beaucoup plus d'informations cette fois-ci, et oui, parce que finalement
c'est ce que reçoit notre client kubectl quand il fait kubectl get nodes. Alors vous voyez qu'il reçoit beaucoup plus d'informations qu'il nous en donne. Même avec le O-wide, on n'a pas autant d'informations. Là, vous voyez qu'il y a énormément d'informations. Donc je pense qu'il y a même des informations qui sont aussi des fois réutilisées pour... donc là, par exemple, on va retrouver la liste des images qui sont utilisées sur le node, je pense, en question. Vous voyez, le node info, donc ça veut dire qu'on sait à travers l'API serveur, par exemple, les images qui sont déjà présentes sur le node en question, avec les informations du node en question qu'on a vu déjà tout à l'heure. C'est plutôt cool de découvrir, je pense, les choses comme ça. Alors, ça sort pas du chapeau non plus. Hein. Derrière, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est de se dire, ok, donc ça vient de l'API serveur. Moi, je suis en mode, j'ai qu'un serveur qui est master worker. C'est avec K0S, donc il y a des chances quand même que ça fonctionne sur le principe de Kubernetes de base. Donc si je fais un PS AUX, ici vous voyez que je retrouve les éléments, c'est-à-dire j'ai mon API serveur, le scheduler, le controller manager, un container D, un kubelet, effectivement, puisque j'ai mon master et mon worker qui sont fusionnés sur le même serveur. Donc tout ça, ça tourne sur le même serveur. Ok. Et d'ailleurs, je retrouve, vous voyez, les processus, par exemple, mon metric server, le pod qu'on a vu tout à l'heure, bah c'est finalement, il tourne sur un container D qui est sur notre machine actuelle, et finalement, in fine, ce truc ne reste qu'un process qui tourne sur un Linux dans notre cas de figure, là. Très bien. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est kubeAPI server ici, on va juste copier ce truc-là, hop là. Et on va faire un PSAUX 3W comme ceci, grep, pour filtrer juste sur notre commande qui a permis de lancer la le kubeAPI server, la kubeAPI server. Et là, du coup, il nous fournit des informations sur comment il a été lancé, ce qu'on a activé, des plugins par exemple, les ranges d'API qui sont utilisés, le mode de verbosité, le fonctionnement du RBAC. Et on va trouver d'autres informations, notamment, alors que je retrouve, voilà. Ici, par contre, on va retrouver, par exemple, le client CA file qui va se situer dans varlib k0s pki ca crt. Ok, et donc ça veut dire qu'on a quand même un endroit où on a nos certificats, et ça reste valable au niveau d'un cluster Kubernetes. Vous allez avoir les certificats d'origine de connexion pour l'admin, qui vont être situés effectivement dans, alors pas dans varlib k0s, mais dans /etc Kubernetes, donc ça peut varier un tout petit peu, mais en tout cas, ça reste des choses qui sont présentes sur les machines où tournent par exemple les masters. Ça veut dire derrière, alors si je me connecte comme ceci en sudo, qu'on regarde les certificats, est-ce que j'ai assez de... Je peux remonter assez loin, mais c'est pas grave. Ici, que je prenne, on va faire un cat, par exemple, ici, on avait quoi comme certificat? On a le client CA, client certificate data CRT. On va le coller. Vous voyez que celui-ci, par exemple, c'est celui qui finit par F plus J, par exemple. Ok. Eh bien, ce qu'on peut se dire, tiens, on a été tout à l'heure dans var lib k0s. Ok. Lib k0s pki. Décidément, j'ai les doigts avec des moufles, c'est pas facile. Et là, du coup, on va retrouver, par exemple, CACRT, ici. Hop, là. Très bien. Donc, on va faire un petit cat dessus. Alors, c'était pas le bon certificat. Là, je suis parti sur le certificat. Celui-ci, c'est le certificat client. C'est lequel? Et voilà. C'est celui-ci, le certificat client, puisque le certificat client, c'est celui de l'authentication. Donc, on va dire j'ai tendance à dire autorisation, mais c'est faux. L'authentification. Voilà, en français. Et là, du coup, on retrouve, vous voyez, cette fois-ci, donc c'est pour le compte, on va dire, entre guillemets, d'admin, même pas entre guillemets, le compte d'admin. Donc ce certificat d'admin, effectivement, il est situé à cet endroit-là, et vous voyez qu'on retrouve bien notre F plus J. Et on va avoir la même chose, hein, vous vous doutez, pour, par exemple, la clé, ici, qui finit par PAK. Si je reprends ma clé client qui, ici, je dois avoir, PAK,
j'ai fait juste entrer, on est exactement sur la même chose, comme on est sur la même longueur de caractère, PAK, exactement de la même manière. On va retrouver aussi, hein, bien sûr, le certificat TLS, de la même manière. Alors, on va avoir ici, je sais plus, Certificate Authority, voilà, qui lui finit par GW égal. On sent qu'il y a encore du base 64 là-dessous. Et derrière, donc on va se rendre dans var lib K0S, et ici on va retrouver PKI, toujours bien sûr, PKI, et on va retrouver nos certificats, donc ça va être celui-ci normalement, oui, si je dis pas de bêtises, ouais, hop, voilà, comme ceci, non c'est pas celui-ci, si c'est celui-ci, voilà, GW égal. Derrière, on peut retrouver du coup d'autres informations, parce qu'on voit qu'on a pas mal de choses dans le K0S ici. Vous voyez, par exemple, on va retrouver les configurations du kubelet, par exemple config, qui va nous fournir aussi d'autres informations encore, notamment le kubelet, donc du coup, c'est qu'est-ce qu'il va utiliser derrière. Alors c'est lui par exemple qui va nous dire ok, moi j'utilise le CACRT qu'on a vu. Il va dire également bah moi écoute, je me connecte à un container runtime qui est containerd via sa socket. Voilà, donc on reverra tout ça plus tard, mais on peut retrouver beaucoup d'informations derrière. Vous avez aussi un kubelet.conf derrière. Alors ça, ce qui m'embête un petit peu, c'est celui-ci, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. On aura peut-être la nécessité de le faire. Vous voyez qu'ici, on va définir le Certificate Authority Data, ici, à cet endroit-là également. Alors c'est notre fameux base 64 de tout à l'heure que l'on avait. Qu'est-ce que l'on a d'autre encore? Est-ce que j'ai... Tac. Ouais, après, il y a les configurations hein, de containerd et tout ça. On va pas rentrer dans le détail de ces choses-là pour le moment. Et encore pas mal d'autres informations qui peuvent être spécifiques à K0S. C'est pour ça qu'on va pas non plus approfondir trop aujourd'hui. Il vaut mieux rester dans le standard Kubernetes pour le découvrir au début et après, éventuellement, revenir sur du K0S, mais c'est pas la nécessité n'est pas de connaître les dessous de K0S spécifiquement, mais plutôt de connaître les dessous de Kubernetes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à surtout me dire quand vous passez sur les vidéos, à me faire un petit coucou. C'est assez sympa, j'adore ça. Et à vous abonner parce que vous êtes plus de la moitié à pas le faire. Donc faites-le. Ça permet de soutenir la chaîne, c'est gratuit et ça coûte rien à personne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.